Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. C'est gratuit et pour la chaîne, c'est un super soutien. Nous sommes à l'aube de la Renaissance. Alors que Christophe Colomb accoste en Amérique, à Rome, un bien étrange personnage monte sur le trône papal. Doté d'une ambition dévorante et sans aucun scrupule, ce pape va rester dans l'histoire comme étant l'un des plus amoraux. Homme machiavélique, intrigue politique, complot, empoisonnement, inceste, meurtre, bref, bienvenue à Rome en 1492 sous le pape Alexandre VI, plus connu sous le nom de Rodrigo Borgia, qui va avec ses enfants, Lucrezia et Cesare, laisser une empreinte ensanglantée dans l'histoire de la papauté. Mais avant ça, cette vidéo est un partenariat avec le site Displate qui propose de chouettes impressions en métal livrées en quelques jours. Et c'est cool de pouvoir bosser avec eux, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, la plaque qui est derrière moi, c'est déjà une plaque Displate. Et quand une marque que vous utilisez vous contacte, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, ils m'ont envoyé plein d'autres modèles. Vous retrouverez sur leur site l'embarras du choix, puisqu'ils proposent 1 400 000 modèles différents. Les plaques sont solides et s'accrochent hyper facilement, puisque pas besoin de faire un trou dans votre joli mur, vous n'aurez qu'à coller un sticker qui protège la peinture, puis par-dessus un aimant pour faire tenir vos displates. Et l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez les changer à volonté. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai moi aussi ma page Displate, sur laquelle je vous recommande quelques modèles. Et en plus de ça, ils ont un argument imparable. À chaque achat passé, chez Displate, ils s'engagent à planter un arbre. En passant par mon lien, vous obtiendrez une réduction de 25% pour 1 ou 2 displays achetés, et 30% si vous en prenez plus de 3. Mais attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 3 janvier. Merci à Displate pour son soutien, maintenant place à la vidéo. Tout d'abord, pour tout comprendre sur Rodrigo Borgia et sa joyeuse famille, il faut remonter un peu en arrière, pour comprendre comment cette famille venue d'Espagne a donné 2 papes. Et oui, dans la famille Borgia, être pape, c'est presque de famille. Revenons en Espagne au XIIIe siècle. C'est lors de la Reconquista, cette guerre de reconquête de la péninsule ibérique par les royaumes chrétiens, qui jusque-là était occupée depuis le 8e siècle par les musulmans, que la famille Borgia apparaît pour la première fois. Les Borgia, venus du village de Borja en Aragon, s'installent dans le royaume de Valence, après sa conquête par Jacques Ier d'Aragon. Ils sont à ce moment-là totalement inconnus, mais c'est un siècle après qu'ils vont sortir de l'ombre, avec un certain Alfonso Borgia. Né en 1378 et après des études de droit, il sert en tant que conseiller le roi d'Aragon Alphonse V, puis il se tourne vers la vie d'homme d'église et devient évêque de Valence. Il va alors connaître rapidement une ascension fulgurante. Alphonse V l'emmène avec lui à Rome, où il participe à la fin du grand schisme d'Occident. Car pendant près d'un siècle, l'église a été séparée en deux. Sans entrer dans les détails, c'est pendant cette période que l'on va connaître 2 papes, l'un siégeant à Rome et l'autre à Avignon. C'est d'ailleurs pour cela que le palais des papes d'Avignon porte ce nom. Et les papes qui ont siégé à Avignon ont été nommés par la suite les antipapes. Ils ne sont donc pas reconnus par l'église catholique. C'était des papes non officiels, une sorte de contrefaçon de pape. Après cela, Alfonso continue son ascension. Il s'installe à Rome, change son nom et passe de Borja, trop espagnol, à Borgia, qui sonne bien plus italien. Il devient cardinal en 1444 et en 1455, à l'âge de 76 ans, il est élu pape sous le nom de Calixte III. Devenu souverain pontife, il va faire venir d'Espagne une partie de la famille Borgia, dont l'un de ses neveux, devenu son fils adoptif, un jeune archevêque de Catalogne, âgé d'à peine une vingtaine d'années, un certain Rodrigo Borgia. Le pontificat de Calixte III ne dure pas très longtemps, puisqu'il meurt 3 ans après, le 6 août 1458. Mais le plus dur est fait, les portes de Rome se sont ouvertes aux Borgia, et maintenant qu'ils sont là, ils n'ont pas l'intention de partir. Rodrigo naît le 1er janvier 1431 à Játiva, au sud de Valence, là où la famille Borgia a connu son essor. Lorsqu'il arrive en Italie et que son oncle est toujours en vie, il est nommé par ce dernier cardinal à 24 ans seulement, puis camerlingue et vice-chancelier de l'église. Bon, en somme, du bon gros pistonnage. C'est ce qu'on appelle le népotisme. C'est cette fameuse tendance qu'avaient les personnes de haut rang dans l'église à favoriser leur famille, en assignant des proches à des rôles stratégiques, et c'est évidemment ce que fera Rodrigo lorsqu'il deviendra pape à son tour.
car à la mort de Calixte III, Rodrigo a déjà l'ambition de devenir pape. Mais à ce moment-là, son heure n'est pas encore venue, il est beaucoup trop jeune, il n'a que 27 ans. Vont alors se succéder plusieurs papes. Pendant ce temps, la famille Borgia s'implante totalement à Rome, et fait désormais partie de ces richissimes familles de la Renaissance italienne, comme les Medici, les Pazzi, les Sforza, les Orsini ou encore les Colonna. Des rivalités, des alliances, des meurtres, des mariages, vivre dans des palais magnifiques, voilà de quoi est fait la vie des membres de ces illustres familles. Rodrigo va pendant tout ce temps user de son influence, de son don pour la persuasion et de sa fortune pour placer ses soutiens au Saint-Siège, ce qui lui permet d'obtenir de nombreuses faveurs, des domaines, et de vivre une vie bien loin de celle d'un homme de Dieu. Avec l'une de ses maîtresses, Vanozza Catanei, il a 4 enfants, Cesare, Juan, Lucrezia et Geoffrey, qui joueront tous un rôle dans l'ascension puis le déclin des Borgia. C'est en août 1492, après la mort d'Innocent VIII, alors que Rodrigo est âgé de 61 ans, en profitant d'une situation favorable, il parvient, non sans mal, à se faire élire pape, et prend le nom d'Alexandre VI. Ceux n'ayant pas voté pour lui crieront à la corruption, une sorte de stop the count. Sauf que là, la versation de pot de vin dans le cas de l'élection de Rodrigo Borgia est plus que probable. Quoi qu'il en soit, voilà un second Borgia assis sur le trône de Saint-Pierre, et c'est alors que va commencer l'une des périodes les plus surprenantes de l'histoire de l'Église catholique. Maintenant pape et à la manière de son prédécesseur, Alexandre VI place des membres de sa famille à des rôles clés, comme son fils Cesare qu'il fait cardinal en 1493. Et ça c'est une première pour un pape, il reconnaît publiquement ses enfants. Alors qu'à l'époque il était courant que les papes et les cardinaux aient des maîtresses et des enfants, mais ça il préférait le cacher. Et c'est sans doute le fait que Rodrigo soit le premier à le reconnaître qui a alimenté par la suite les rumeurs de débauche à son encontre. En parlant de maîtresse, il laisse de côté Vanozza, pour une nouvelle, Giulia Farnes. Elle a 15 ans et lui 58. En parlant d'enfants, et plus particulièrement de sa fille, Lucrezia, cette dernière va jusqu'à la mort de son père servir d'arme politique pour nouer des alliances. Lorsque les Borgia font face aux Aragons qui détiennent le royaume de Naples, ils décident de former une alliance avec leur grand rival, les Sforza, qui eux détiennent Milan. Cette alliance est scellée par le mariage de Lucrezia, alors âgée de 13 ans, avec Giovanni Sforza. Mais retournement de situation, lorsque les Sforza s'allient au roi de France Charles VIII, Alexandre VI souhaite se rapprocher des rois de Naples. Du coup, les Sforza deviennent les nouveaux ennemis des Borgia, et les Aragons leurs alliés. Pour faire annuler le mariage, on va contraindre Giovanni, en échange de la dot de Lucrezia, à reconnaître son impuissance. Ce qui était à l'époque l'une des rares raisons qui pouvaient permettre un divorce en bonne et due forme. Sauf qu'on se doute bien, déjà à l'époque, cette raison est totalement bidon. Déjà, quand Giovanni signe le papier comme quoi il est impuissant au lit, Lucrèce elle est déjà enceinte. Profondément humilié par cet épisode, Giovanni va faire partie des premiers à lancer de folles rumeurs sur les Borgia, à commencer par le fait que l'enfant de Lucrezia serait en réalité de son frère Cesare, voire même de son père Rodrigo. Bref, un joyeux bazar qui va contribuer aux rumeurs d'inceste qui vont coller à la peau des Borgia pendant longtemps. C'est sûr que ça donne pas une très bonne image de la famille, mais ça va pas aller en s'arrangeant. Lucrezia, désormais libérée de ce mariage arrangé, va de nouveau être mariée, cette fois-ci à un duc, un certain Alphonse d'Aragon, dont elle finit par tomber amoureux. Jaloux, et comme la carte du divorce a déjà été utilisée, il fomente son assassinat, en justifiant qu'il voulait tuer le pape. Alors qu'il se rend au Vatican, il est subitement attaqué. Blessé mais vivant, on le ramène dans les appartements du pape. Mais sans le savoir, on vient de le ramener directement chez son meurtrier. C'est ainsi que le 28 août 1500, il est tué à Rome dans les appartements du pape, peut-être par Cesare lui-même. Car il ne faut pas oublier que le plus barré de la famille, c'est bien Cesare. Outre les rumeurs d'inceste, c'est avant tout un homme cruel, avide d'argent et de pouvoir, qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Participant aux guerres d'Italie, il fait même appel à Léonard de Vinci pour lui préparer de redoutables machines de guerre. C'est par exemple comme ça que l'on se retrouve avec des prototypes de chars d'assaut imaginés par de Vinci, 400 ans avant l'apparition des chars sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Car Cesare est un redoutable stratège, doublé d'un homme politique hors pair. Ses conquêtes et ses titres s'accumulent, pair de France, duc de Grandie, duc de Valentinois, duc de Romagne, prince d'Andria, gonfalonier, bref, la liste est interminable. Tout cela alors qu'il n'a que la vingtaine. Et s'il y a bien un mot pour définir Cesare Borgia, c'est machiavélique. C'est d'ailleurs lui qui est la principale inspiration du prince de Machiavel. Dans la nuit du 15 au 16 juin 1497, le frère de Cesare et le fils de Rodrigo, Juan Borgia, disparaît mystérieusement à Rome.
Après des jours de recherche, le corps de Juan est repêché dans le Tibre. Un corps qui a visiblement reçu pas mal de coups de couteau. Certains soupçonnent Cesare d'être à l'origine de sa mort, même si rien ne le prouve. Il faut rappeler que les Borgia avaient de très nombreux ennemis. Et Rome est à cette époque un vrai coupe-gorge, une ville où se mélangent voyageurs, brigands et prostituées, et où l'insécurité règne. Cesare et son père vont alors main dans la main écarter au fur et à mesure tous ceux à même de nuire aux Borgia. Arrestation, empoisonnement, mais aussi corruption, voilà l'ambiance qui règne au Vatican pendant le pontificat d'Alexandre VI. Mais revenons à Rodrigo. Toujours dans l'optique de mettre à ses pieds toute l'Italie, il doit pour cela financer son armée pontificale, dont Cesare a pris la tête. Pour cela, il n'hésite pas à vendre des titres de cardinaux à ses soutiens, ou bien à faire assassiner d'autres cardinaux pour récupérer leurs biens. Un drôle de business plan, surtout pour un pape. Mais ce n'est pas tout. Alexandre VI est resté aussi tristement célèbre pour ses nombreux excès. Notamment la soirée du 31 octobre 1501, considérée comme l'expression la plus flagrante de la débauche du pape. Lors d'un banquet, à l'occasion du troisième mariage de Lucrezia avec un certain Alphonse Ier d'Este, on aurait convié une cinquantaine de prostituées entièrement nues, pour, encore une orgie. Une soirée qui s'est terminée par un concours de virilité entre les hommes présents à cette soirée. Un concours arbitré par les enfants de Rodrigo, Cesare et Lucrezia. Même s'il existe des doutes concernant la présence des enfants de Rodrigo à cette soirée, elle a tout de même déclenché l'un des plus gros scandales de la papauté, et beaucoup de cardinaux vont être très choqués par le récit de cette soirée. Mais ce genre de contestation ne datait pas d'hier. Par exemple, Jérôme Savonarole, un prédicateur dominicain florentin, ne se gênait pas pour accuser Alexandre VI de tous les vices possibles et imaginables. En réponse, le pape l'accuse d'hérésie, l'excommunie, il est arrêté, torturé et brûlé vif sur la place de la Seigneurie le 23 mai 1498 à Florence. Mais à force d'intrigues politiques, de complots, de népotisme et de scandales, le Rodrigo il s'est peut-être fait prendre à son propre jeu. Le 6 août 1503, Alexandre VI et Cesare sont invités chez un cardinal, mais pendant le repas, tout ne se passe pas comme prévu. Les deux hommes font un malaise, ils ont tous les deux de la fièvre, mais Cesare, sans doute grâce à son jeune âge, parvient à s'en remettre. Mais quelques jours après, le 18 août 1503, Alexandre VI meurt à l'âge de 72 ans. Certains iront dire, surtout pour se moquer, qu'Alexandre VI avait prévu de faire assassiner le cardinal chez qui il dînait, mais qu'il aurait par erreur ingéré le poison. Mais une autre hypothèse existe. Au même moment, à Rome sévissait une épidémie de malaria, et certains pensent que c'est cette maladie qui serait la cause de la mort de Rodrigo Borgia. Mais n'oublions pas que, surtout à la fin de sa vie, il s'était fait beaucoup d'ennemis, et par conséquent, la piste de l'empoisonnement ne peut pas être écartée. Après la mort de son père, Cesare va voir son influence décroître. Il ne vivra plus jamais dans le luxe offert par l'église. Il continuera de guerroyer un temps jusqu'à sa mort lors du siège de Viana en Navarre le 12 mars 1507, à 31 ans. Une fois son père et son frère morts, Lucrèce pourra enfin vivre en paix, malgré la douleur d'avoir perdu la plupart des personnes qu'elle a aimées. Après son 9e accouchement, elle développera une septicémie, qui la tuera le 24 juin 1519, à 39 ans. La fille qu'elle met au monde avant de mourir s'éteindra également 2 ans après. On rouvrira alors le tombeau de Lucrezia pour placer dans ses bras la dépouille de son dernier enfant. La famille Borgia conserve encore une image de famille décadente. Énormément de folles rumeurs existent sur eux, comme par exemple que Rodrigo Borgia aurait pactisé avec le diable lui-même avant de devenir pape. Rien que ça. Bon, alors oui, les Borgia n'étaient pas des saints, mais leur histoire est quand même à nuancer. À la mort de Rodrigo Borgia, c'est un certain Pie III qui est élu pape, qui est quelqu'un de plutôt modéré vis-à-vis des Borgia. Mais il est mort au bout de 26 jours. Je sais, il n'est pas resté pape très longtemps. C'est Jules II qui le remplace, et lui c'était l'un des plus farouches opposants des Borgia. Et c'est là que va commencer toute une campagne de dénigrement autour des Borgia. Il ne faut surtout pas admettre que c'est l'église qui a fauté, mais seulement les Borgia, dont on va tenter de souiller le nom. Il y avait déjà beaucoup de rumeurs sous le pontificat d'Alexandre VI, mais c'est véritablement après sa mort que tout va s'emballer. Les rumeurs d'inceste, d'orgie, de meurtre en Syrie, etc. Les Borgia vont devenir le symbole de la décadence de l'église, mais ils n'étaient clairement pas les seuls. Beaucoup d'évêques, d'archevêques ou de cardinaux étaient davantage gouvernés par l'argent que par Dieu. Et pour faire table rase du passé, il fallait un coupable idéal. Ça a été les Borgia. Car quand on replace leur histoire dans le contexte de l'époque, Rodrigo et Cesare étaient surtout d'infatigables hommes politiques, qui dirigeaient le Vatican comme on gérait un royaume à cette époque.
Les Borgia s'étaient tournés vers l'église avant tout par intérêt, car c'était l'un des rares moyens à l'époque pour des personnes issues de la petite noblesse de s'élever socialement. Et la vie de Rodrigo et Cesare Borgia a davantage été animée par un projet politique que religieux, celui d'unifier l'Italie sous la bannière du pape, et ainsi abandonner le modèle de la cité-État qui était en place en Italie depuis des siècles. On peut aussi rappeler que les Borgia étaient connus de leurs contemporains comme étant de grands mécènes. Ils ont œuvré à la restauration de Rome et lui ont permis de reprendre sa place de centre culturel, aux côtés de villes comme Florence et Venise. Il s'était fait de nombreux ennemis, dont pas mal qui avaient mal digéré qu'une famille espagnole sortie de nulle part prenne ainsi le contrôle de Rome. Et celle qui a pris le plus cher dans cette histoire, c'est évidemment Lucrezia, à qui on a collé l'image de la courtisane débauchée, alors que ce n'était probablement pas le cas. Elle a été utilisée par sa famille à des fins politiques, et son image a été salie jusqu'à Victor Hugo, qui alimentera dans sa pièce de théâtre éponyme cette image de femme décadente aux mœurs douteux. Quoi qu'il en soit, même si on a dit des choses sur eux qui étaient fausses ou exagérées, ils ont indéniablement marqué la Renaissance italienne et l'histoire de l'Église catholique. Leur passage ne laissera personne indifférent et conduira à une réorganisation au sein même de l'Église. Bien loin de l'image de la famille décadente se vautrant dans la luxure, elle fut une famille de fins politiques, œuvrant avant tout pour ses propres intérêts, qui a durablement marqué l'histoire de l'Italie et du Vatican. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas qu'elle était en partenariat avec Displate, je vous laisse le lien en description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, à soutenir la chaîne sur Utip, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.